Alors ce soir, nous allons accueillir tout d'abord M. Sébastien Chaplon et Mme Clarisse Anso-Etaro qui vont vous présenter le livre qu'ils ont écrit ensemble, Grandir avec le vivant. Donc il porte sur les rites de passage, voilà, à l'âge adulte. Je vous laisse la parole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ok, bonsoir. Les applaudissements avant d'avoir parlé, je ne connaissais pas. Merci, c'est chaleureux. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est aujourd'hui, on est venu aujourd'hui avec Clarisse Anso-Etaro pour vous présenter cet ouvrage, Grandir avec le vivant, qui est un ouvrage collectif qui a été fait avec différents chercheurs de Guyane et d'ailleurs, chercheurs et chercheuses. Qui ont pour particularité, la plupart, d'être très proches des objets qu'ils étudient. Alors l'objet étudié par cet ouvrage, ce sont des objets, ce sont les différents rites de passage qu'on retrouve dans des sociétés amazoniennes, et pas que. On a un chercheur comme Choly, qui est sociolinguiste et qui est Hmong et qui travaille sur le devenir adulte dans la société Hmong. Rosuel Lima Pereira, qui est d'origine brésilienne et qui est maître de conférences en civilisation lusophone et qui s'intéresse au terreiro. Alors, je ne le dis pas avec le bon accent, mais c'est un lieu qui, suite à l'esclavage, suite à l'histoire coloniale du Brésil, a permis la résistance à l'oppression, mais qui a aussi permis la transmission des savoirs. Et on a Jocelyn Lachance qui est maître de conférence à l'université de Pau et des Pays de l'Adour et qui reprend la théorie des rites de passage de Van Gennep, folkloriste qui en 1909 a parlé des rites de passage. Je vais pas vous citer tous les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. L'idée de cet ouvrage, c'est de pouvoir questionner le faire grandir tel qu'on le connaît dans les sociétés occidentales à l'aune de la manière de faire grandir traditionnellement employée dans différentes sociétés qui ont, depuis la nuit des temps, trouvé des méthodes pour pouvoir faire passer de l'enfance à l'âge adulte. Alors, avant de laisser la parole à Clarisse, qui a avec Marc-Alexandre Tarot, qui est aussi ethnobotaniste et qui a la particularité d'être son époux aussi, ils ont eu la gentillesse et ils nous ont fait l'honneur, à Jocelyn Lachance et moi, qui avons dirigé cet ouvrage, de faire un chapitre consacré au Gipangui, le rite de passage à l'âge adulte chez les jeunes filles Bushinangé, donc elle va pouvoir en parler. Je veux juste faire un petit retour sur la question de l'adolescence, et puis après je laisserai la parole à Clarisse. L'adolescence, comment on la conçoit aujourd'hui dans les sociétés occidentales, qu'est-ce que l'adolescence, et pour mieux comprendre ensuite, bien sûr, ces propos, pour mieux comprendre ce que ces rites peuvent nous aider à comprendre de ce qui peut manquer aujourd'hui dans les sociétés occidentales pour faire grandir les enfants. Alors, qu'est-ce que l'adolescence ? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'adolescence n'est pas la continuité de l'enfance. Un spécialiste de l'adolescence qui s'appelle François Marty, il spécifie bien, l'adolescent n'est pas un enfant qui a grandi. L'enfance, elle passe, on voit que des enfants grandissent, mais on ne mesure pas, on va dire, il a un peu grandi, elle a un peu grandi, tiens, il change de classe, elle change de classe. On voit qu'il y a quelque chose qui s'opère progressivement, mais sans qu'on puisse parler d'une mutation. Alors que l'adolescence, elle est introduite par le processus pubertaire et tous les changements corporels que ce processus implique, corporels, physiologiques, morphologiques, qui vont venir induire l'idée d'un changement. L'adolescent, c'est un sujet qui va vivre des bouleversements, qui va le contraindre à faire le deuil de l'enfant qu'il était. C'est-à-dire que l'adolescent qui a 13 ans,
et qui se regarde dans le miroir, il voit plus du tout l'enfant qu'il était il y a 4 mois, il y a 1 an. Quand il regarde les photos d'il y a quelque temps, il ne se reconnaît plus et les adultes autour de lui ne le reconnaissent plus non plus. C'est-à-dire peut-être que vous-même, dans un souvenir plus ou moins long, si vous vous rappelez de votre adolescence, l'adolescence, c'est le moment aussi où on va croiser des gens qui ne nous reconnaissent plus. Et parfois, aujourd'hui, on va croiser des adolescents qui hier étaient des enfants qu'on connaissait. On va les croiser, ils vont dire « Mais c'est moi, c'est toi là ?» Mais non, c'est pas toi. Et si, c'est lui, mais sans être tout à fait lui. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que physiologiquement, on ne le reconnaît plus. Et puis surtout que les parents vont se sentir vieillir à son contact. Parce que l'adolescent va manifester un changement qui va indiquer un changement chez les adultes, qui vont plus ou moins accepter ce changement. Il y a des adultes qui vont continuer de traiter les adolescents comme s'ils étaient des enfants. Et il peut y avoir aussi l'extrême, c'est-à-dire pour le peu de temps de passage qu'on a encore en Occident, parfois, du jour au lendemain, on va projeter les adolescents dans quelque chose auquel ils ne sont pas prêts. Par exemple, l'enfant, il était au CM2 hier, on considérait que c'était un enfant, et puis paf, il est rentré au collège, ça y est, c'est devenu, maintenant, il est censé savoir un peu tout faire. Et pourquoi tu fais pas ça ? Mais parce que finalement, on dispose aujourd'hui, en Occident, de peu de moyens, de peu de temps qui viennent indiquer aux uns aux autres que maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé et que l'enfant n'est plus tout à fait un enfant et qui va pouvoir entamer une nouvelle phase de son existence. Alors, bien entendu, il y a la majorité à 18 ans, il y a le bac, quand on y accorde encore de l'importance, l'obtention du permis de conduire. Pour ceux qui appartiennent à un groupe religieux, il va y avoir la communion, la confirmation, qui vont être des temps qui vont marquer quelque chose. Mais en dehors de ça, on dispose de beaucoup moins de moments, de cérémonies pour indiquer à la fois aux jeunes qu'il a grandi et au groupe qui l'entoure, et principalement ses parents, qu'il y a quelque chose qui a changé, qui indique la séparation. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est consacré à ce livre, pour pouvoir un peu regarder l'adolescence contemporaine au prisme de la manière dont les adolescences sont, qu'on n'appelle pas forcément les adolescents, sont pris en charge par les adultes, sont éduqués par les adultes dans d'autres sociétés. Ce qu'on a montré, une hypothèse forte dans cet ouvrage, c'était que contrairement à ce que Van Gennep avait indiqué, alors juste je resitue les 3 temps de Van Gennep. Van Gennep a dit dans les rites de passage, aujourd'hui Clarisse elle va nous parler du Gikwe et du Gipangui. Van Gennep a montré que de manière générale, dans les rites de passage, on trouvait 3 temps fondamentaux. La phase préliminaire, la phase liminaire et la phase post-liminaire. La phase préliminaire dite de séparation, on va voir que des jeunes filles sont séparées, par exemple à partir du moment où apparaissent les menstrues, elles vont être séparées de leur groupe, mises dans certains cas, mises dans une cabane, écartées du village. On va envoyer tel jeune garçon partir, un groupe de jeunes garçons, généralement ça se fait en groupe, et c'est très genré. Aujourd'hui, on parle d'un rite de passage féminin, les rites de passage sont genrés. On va voir que les garçons, on va les envoyer partir en forêt pour aller chasser tel animal dangereux, séparés du groupe. Ça, c'est la phase préliminaire. La phase liminaire, on va dépouiller le sujet de ce qui le reliait à son statut antérieur. Les jouets d'enfants vont être balayés dans certaines sociétés. Dans d'autres, on va dénuder l'enfant. Je pense que Clarisse va en parler aujourd'hui. Dans d'autres, on va dénuder l'enfant, symboliquement. On va lui enlever ses habits d'enfant. La question de la nudité apparaît dans beaucoup de rites. On va dépouiller le sujet de ce qui le reliait à son statut antérieur. On va lui faire quitter son enveloppe antérieure. Et puis, la 3e phase, c'est la phase post-liminaire.
on va réintroduire le sujet dans sa nouvelle identité à la société. C'est-à-dire qu'on va fêter la transformation opérée. Peut-être que le sujet, suite à ce rite, on va lui graver un tatouage qui va pouvoir lui indiquer tout au long de son existence qu'il s'est passé quelque chose. On va le fêter et on va le reconnaître dans son nouveau statut. Ça, c'est un enjeu fondamental. La question de la reconnaissance, c'est quelque chose aujourd'hui. On voit beaucoup d'adolescents qui sont en recherche de reconnaissance et qui prennent parfois énormément de risques pour être reconnus, mais généralement, ils sont reconnus par qui ? Ils sont reconnus par leur père. C'est-à-dire que si je fais un tirage, je suis reconnu par tout un tas de groupes de gens, mais qui ont tous mon âge, qui sont mes pères, et je ne suis pas reconnu par les autres membres de la société qui vont critiquer le processus même par lequel je cherche la reconnaissance. Alors que dans les rites traditionnels, la reconnaissance, elle est sociale. Les adultes aussi reconnaissent le changement, ils reconnaissent l'épreuve, et donc du coup, le rite est orchestré par toute la société. C'est toute la société qui va reconnaître ce changement. Ça, c'est ce que Van Gennep a montré. Et dans son ouvrage, qui est un ouvrage très riche, plein d'exemples venus du monde entier, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais il y a quelque chose qui paraît un peu magique, c'est que quand on le lit, on se dit, mais tiens, les jeunes gens, ils vont faire ce rite, ils vont vivre ce moment-là qui dure une semaine, une journée, généralement 2 semaines. Ça va dépendre des rites, ça va dépendre des sociétés. Et après, il en sera transformé. Il y a une transformation qui s'opère. C'est certain qu'il y a une transformation. Si on va interroger des jeunes qui ont vécu le rite, vous dire oui, il y a quelque chose qui a changé en moi. Mais ce qu'on a cherché à montrer dans l'ouvrage, c'est que ce n'était pas simplement le moment du rite qui faisait la transformation, c'est tout le processus qui avait lieu avant. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement qu'à un moment, un jeune va vivre une cérémonie rituelle, c'est que cette cérémonie rituelle, elle existe déjà dans l'esprit des adultes qui l'entourent, elle est déjà présente dans la société. C'est au moment où l'enfant vient au monde, si c'est une fille, sa maman sait qu'à un moment, cette fille-là, comme elle, la maman, quand elle était enfant, va devoir traverser ce rite, cette épreuve-là pour devenir une femme. Si c'est un garçon, le papa sait que son fils va lui aussi devoir traverser une épreuve identique à la sienne pour devenir un homme. Et donc, c'est présent d'emblée. Les adultes vont accompagner l'enfant autour de ce rite, l'enfant qui saura donc très tôt qu'à un moment de sa vie, il va devoir accomplir ce rite. Dans la société, Clarisse va en parler tout à l'heure, et puis c'est là que je vais lui laisser la parole, mais dans la société Bushinangé, il y a la question du panier. L'enfant sait qu'à un moment, dans le village, va apparaître un panier qui va être rempli d'offrandes, à condition que la fille, quand elle était, si je ne me trompe pas, que la fille, quand elle était enfant, ait eu un comportement suffisamment bon, suffisamment respectable pour que tout le monde lui apporte des cadeaux le jour de la cérémonie. Mais ça veut dire que la jeune fille, bien avant le rite, elle sait qu'à un moment, elle aussi, peut-être comme sa grande sœur, peut-être comme des filles du village, elle devra faire en sorte que le panier soit rempli. Et donc, ce qui va faire l'importance du rite, c'est qu'il est pensé bien en amont du rite. Voilà. Je vais donc laisser maintenant que j'ai un peu parlé du Gipangui, je vais donc laisser la parole à Clarisse et je vais aller m'asseoir tranquillement pour l'écouter attentivement. On met le fauteuil ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de rester debout quelques minutes, mais je ne peux pas vous garantir de rester debout pendant tout le long de la présentation. Je m'appelle Clarisse Ansutaro, je suis médiatrice pluridisciplinaire et interprète en langue bushinangé en Guyane. Je fais plusieurs médiations différentes, notamment la médiation culturelle. À l'époque où j'ai écrit, j'ai participé à la réalisation de cet ouvrage, j'étais en licence pro patrimoine. Actuellement, je termine mon master Société Interculturalité
à l'Université de Guyane. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un rite de passage très important chez les Bushinengue qui est le Gipangi, qui est le passage de la jeune fille à la femme adulte. Il faut savoir que grandir avec le vivant chez les Bushinengue, c'est quelque chose qui marque l'identité ou les identités des personnes, parce que chez les Bushinengue, on considère qu'on n'a pas une seule identité. Selon les étapes de la vie qui peuvent bouleverser l'existence d'une personne, du village ou d'une famille entière, on change d'identité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on accueille un enfant, quand on fait les rituels qui accompagnent cet enfant, quand il y a un décès, quand il y a, on va dire, tout ce qui est rituel par rapport aux esprits, c'est des moments où, symboliquement, les personnes changent, les comportements vont changer. Et du coup, grandir avec le vivant, c'est aussi grandir avec l'environnement qui nous entoure, grandir avec des personnes qui ne sont pas issues de la famille. C'est grandir aussi avec plein de cosmogonies qui se retrouvent autour de nous, mais savoir ajouter ces éléments-là à une identité nouvelle qui va permettre à l'enfant ou à l'adulte de pouvoir avoir une vie en harmonie avec son environnement et avec les autres. Alors, pour commencer, il est important de rappeler c'est quoi la population Bushinengue. Alors, aujourd'hui, on sait appeler aussi Bushinengue, ce qui veut tout simplement dire habitants de la forêt, parce que quand nos ancêtres ont fui l'esclavage, ils ont créé des bassins de vie en forêt pour pouvoir survivre et faire aujourd'hui des populations, ce que nous on appelle les lots, c'est-à-dire des clans, des tribus différentes qui ont donné naissance à des descendances comme moi. Et on parle de marronnage parce que pendant tout le long où ils ont fui ces plantations, ils ont vécu plusieurs points d'étape lors de cette fuite. Ils ont fait aussi plusieurs sacrifices, plusieurs rituels pour pouvoir fuir et des façons différentes aussi de vivre. On parle d'interculturalité avec les Amérindiens parce que ça a été un moment aussi où on a rencontré les populations amérindiennes, parce qu'il faut savoir qu'on est devenus habitants de la forêt, mais quand on est arrivé dans la forêt, il y avait déjà les Amérindiens qui savaient déjà comment se nourrir de cette forêt, comment utiliser la matière première pour faire des ustensiles, pour pouvoir avoir une vie un peu plus facile et pour pouvoir survivre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une langue, on a aussi des appellations, que ce soit pour les plantes ou des lieux sacrés qui dérivent de langues amérindiennes. En Guyane, la population était estimée en 2018, d'après les Price, à 100 000 personnes en Guyane. Et en Guyane, on parle aussi de 4 groupes principaux. Les Aluku, les Ndjuka, les Pamaka et les Sahamaka. Mais il faut savoir qu'au Suriname, on parle de 6 peuples principaux. Parce que les Kwinti et les Matawai aussi forment un peuple bien distinct, tout comme les Aluku, les Ndjuka, les Pamaka et les Saramaka. On a des langues très similaires pour la plupart, mais aussi très différentes. Par exemple, l'Aluku, le Ndjuka, le Pamaka parlent une langue un peu à base créole anglaise, alors que le Saramaka est plutôt une langue à base anglaise, mais qui a été relexifiée en portugais. C'est des peuples qui ont un rapport au monde particulier parce qu'on a une cosmovision bien différente. On parle de vivre dans la forêt, avec la forêt. La forêt n'est pas considérée comme une entité à part. Elle est comme, on va dire, le bras pour un humain, les yeux pour nous, le pied, c'est une prolongation de soi, c'est une partie de soi. Et quand on dit grandir avec le vivant, c'est comme on grandit aussi avec notre propre corps et qu'on grandit avec une partie de nous. Alors, quelques bases pour commencer. On parle de rite de passage, on parle d'adolescence, mais tout commence depuis l'enfance. Un Bushinengue n'est pas l'enfant de ses géniteurs, on va dire de la maman et du papa. En fait,
comment dirais-je, la hiérarchie familiale n'est pas la même chose qu'on entend dans le langage courant ou dans une société occidentale. Il faut savoir que l'enfant a un papa, une maman, mais ça s'arrête là. L'autorité parentale n'est pas donnée au papa et à la maman. La plupart du temps, c'est les oncles et les tantes. Un exemple tout bidon, pour marier un enfant Bushinengue, même si la maman ne veut pas et que l'oncle il veut, le mariage aura lieu. Parce que c'est l'autorité. L'autorité parentale appartient aux oncles, surtout les oncles, les frères et les cousins de la maman. L'autorité parentale n'est pas donnée à deux personnes. D'ailleurs, il y a un proverbe qui existe qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, pour élever un enfant. Chez les Bushinengue, ça change parce qu'aujourd'hui, on est très dispatché, on vit en ville, les choses tendent à changer. Mais initialement, tous les adultes sont les tantes de l'enfant, tous les adultes sont des oncles. Ça veut dire qu'un enfant fait quelque chose, un adulte arrive, il a le droit de réprimander. Un adulte arrive à un moment, il peut prendre des décisions comme si c'était son propre enfant. C'est ce qui fait aujourd'hui que, aussi dans les sociétés Bushinengue, le sujet de l'avortement est quelque chose de très très compliqué. Parce que quand on avorte pour une jeune fille, on n'avorte pas que pour une fille, on avorte pour toute la lignée. La maman se retrouve aussi amputée d'une partie d'elle-même et une partie de sa richesse parce que chaque enfant est la richesse de la lignée. Donc là, je disais, l'enfant appartient à la lignée de la maman. Par exemple, moi, si on arrive dans ma famille et qu'on demande traditionnellement quelle est la famille, je vais parler plutôt de tout ce qui concerne ma mère, ma grand-mère. Mon père n'est pas de ma famille. Il est biologiquement le géniteur. J'aime mon papa. Les rapports sont pareils. Mais traditionnellement, il ne fait pas partie de la famille. Dans le sens où, avant, un enfant portait le nom de sa maman. C'est pour ça que c'est la femme qui enrichit le village Bushinengue. Une femme, quand elle se marie chez elle. L'homme est obligé de quitter son village pour venir habiter chez la femme. Symboliquement, c'est aussi une façon de protéger la femme, parce qu'il est difficile de battre une femme au village de toute la lignée de sa maman, les frères, les oncles. Il était difficile d'avoir des violences vis-à-vis de la maman, parce que là, on est vraiment dans la famille de la femme. Et pareil, tous les enfants porteront le nom de la maman. Les garçons, quand ils sont amenés à se marier, ils partent construire le village de la femme. C'est pour ça, aujourd'hui aussi, souvent les gens pensent que les chefs coutumiers, l'intronisation de chefs coutumiers est un monde très machiste parce qu'on voit les hommes au-dessus de... Enfin, on va dire les projecteurs sont sur les hommes. Mais sans les femmes, il n'y a pas d'intronisation. Pour qu'un homme soit chef coutumier, il faut qu'il ait des filles. S'il n'a pas de filles, même si c'était désigné que ça sera telle maison, on va regarder celui qui a le plus de filles, parce que c'est la fille qui enrichit, c'est la fille qui va agrandir le village et qui va ramener de la richesse au village. Alors aujourd'hui, on parle d'âge quand on demande à quel moment, l'adolescence, mais avant, c'était pas ça. Avant, c'était par rapport au comportement de l'enfant. Certes, il y avait l'apparition des poils, l'apparition de certains signes, par exemple, l'enfant qui commence à se cacher, on savait déjà que c'est un enfant qui commence à comprendre que son corps change, et c'est à ce moment-là qu'on commençait à prendre des décisions pour le passer de, on va dire, préadolescent ou adolescent, pour envisager ensuite le rite de passage à l'âge adulte. Alors, avant de passer à l'âge adulte, il y a ce qu'on appelle kwei. Et le kwei se fait en 2 étapes. C'est-à-dire que la jeune fille entre 9 et 13 ans qui va commencer à avoir les premiers signes comme les poils, qui va commencer à avoir honte de se laver au même endroit que les autres, là, ils vont commencer à
la préserver un peu de sa pudeur. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner un petit carré de tissu qui ressemble, je ne sais pas si vous connaissez les calembés chez les Amérindiens. Ça veut dire, c'est un petit carré rectangulaire qui va juste cacher sa partie intime. Et quand elle aura environ 14-17 ans, ils vont l'allonger un peu parce que le corps aussi évolue pour pouvoir la préserver. Et ça, c'est noué avec un ficelle, un cordon qu'on appelle kamitetei. Alors, à cette étape-là, on va penser que c'est un truc, c'est juste un ficelle, mais c'est pas juste un ficelle, c'est un ficelle qui va suivre l'enfant jusqu'à l'âge adulte, parce que c'est le même ficelle qui sera en dessous quand on va lui donner le pangui, et c'est le même ficelle qu'on va utiliser pour porter tous les... vous savez, aujourd'hui, on utilise des serviettes hygiéniques, mais avant, ce n'était pas des serviettes hygiéniques, c'était des serviettes en coton que les femmes portaient au moment du postpartum pour pouvoir bien absorber tout ce qui est évacuation du sang pendant la période où elle a accouché. Et c'est ce même tissu, ce même ficelle qui est utilisé pour porter cette serviette pendant les règles et pendant les moments postpartum. Et même à la mort, quand on va enterrer la femme, c'est ce même ficelle qui sera remis dans les cercueils pour préparer le corps. Alors le guipangui. Bon, je dis guipangui parce que la plupart d'entre les personnes qui ne sont pas locuteurs de ma langue maternelle disent pangui, mais c'est pangui, guipangui. Alors c'est un rite qui permet à la jeune fille de devenir une femme aux yeux de toute la communauté. C'est en général le pangui, le pareo, est mis autour de la taille de la jeune fille. Mais il faut savoir que tout se prépare en avance. Et la principale concernée n'est jamais au courant. Parce qu'à l'époque, quand une jeune femme, on vivait tous au village, on ne vivait pas éparpillés aujourd'hui, comme par exemple ma sœur qui est à Paris, j'en ai une qui est à Évry, j'en ai une qui est à Lyon. C'était pas ça. Avant, c'était tout le monde vivait au village avec la matriarche, avec la maman, les tantes. Donc, c'était un peu moins compliqué de réunir tout le monde pour pouvoir le faire. Et à l'époque aussi, comme on vivait aussi au village, il y avait plein d'interdictions et beaucoup de pression aussi pour une jeune femme de passer de l'enfant où c'est les parents qui s'occupaient de tout, on était protégés spirituellement, on n'avait pas de représailles. Et du jour au lendemain, savoir qu'on est physiquement autonome, mais aussi spirituellement autonome, c'est quelque chose qui faisait peur. Donc la fille pouvait fuir si elle sentait que tel jour, on allait lui remettre le pagne. Alors, pour que ça puisse se faire, les tantes du côté paternel et du côté de la maman ne disent rien à la fille. C'est au matin que, quand elle se réveille, ça se passe en général entre, on va dire, 15 et 22 ans, que la femme, quand elle est en âge déjà, par exemple, de prendre un partenaire ou d'avoir son propre foyer, il faut la préparer pour qu'elle ne soit pas déshonorée. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont préparer la cérémonie. Pour préparer aussi la cérémonie, les proches sont obligés d'être informés. Même si le papa, c'est pas sa lignée, mais c'est quand même son enfant. Donc on va aussi informer les tantes du côté du papa parce qu'elles vont pouvoir aussi emmener tout ce qui va soutenir la fête, tout ce qui va être aussi comme cadeau pour féliciter aussi la jeune fille. Donc, pour que ça puisse se faire, une maîtresse de cérémonie est choisie parmi les femmes de la famille concernée. La plupart du temps, certaines familles accordent à la famille du papa de le faire, mais parfois, la plupart du temps aussi, comme c'est la lignée de la maman, on demande à une sœur de la maman de le donner, de remettre le pagne. Alors, quand je parle de tante, il y a une petite nuance aussi.
Je sais que dans les sociétés occidentales, les tantes, c'est les sœurs de la maman. Chez nous, le sœur, ça inclut les sœurs, mais aussi les cousines. Parce que cousine, ce n'est pas un mot qui existe. Toutes les cousines sont aussi les sœurs de la maman. Donc, c'est aussi les tantes de la jeune fille. C'est pour ça que si vous entendez une jeune femme Bushinengue vous dire qu'elle a 5 grand-mères, c'est normal parce que toutes les sœurs de sa grand-mère sont ses grand-mères. Tous les frères de son grand-père sont ses grands-pères. Donc, une maîtresse de cérémonie est choisie, mais ce n'est pas une femme choisie au hasard. Il faut que ça soit une femme qui a déjà des enfants. Il faut que ça soit une femme qui est en capacité de procréer. Et il faut que ça soit une femme qui n'a pas ses règles lors de la cérémonie. Et il ne faut pas que la femme soit en période de deuil. Pourquoi? Parce que la maîtresse de cérémonie aura un effet miroir sur la vie de l'enfant, la femme en devenir. Si on considère que une fois qu'elle va lui donner le pagne, leur destin sera lié. Si c'est une personne qui a des problèmes, on imagine que ça aura aussi des représailles sur la vie de la jeune fille. Parce qu'une fois qu'elle passe à l'âge adulte, son esprit devient autonome. L'esprit de son papa et de sa maman ne peut plus la protéger. C'est que son esprit à elle et de la femme qui lui a remis le pangui. Donc il faut que ça soit une femme qui a, on va dire, comment on dit, de la chance, une femme qui aspire confiance, une femme qui, elle aussi, est exemplaire aux yeux de la société. Quand on va lui remettre le pagne, on dit guipangui et on dit le pagne, mais ce n'est pas un seul tissu qui est remis à la jeune fille. La jeune fille, à l'époque où tout le monde vivait au village, elle était ramenée nue devant tout le monde, devant tout le village. Pourquoi? Parce que le corps d'un enfant n'est pas censé être sexué. Ce n'est pas un objet sexuel. Un enfant était considéré comme un être innocent. Et à partir du moment où on va lui remettre le pangui, où on va la couvrir, là on sait que son corps a changé, elle prend des responsabilités, on aura un autre regard sur la personne. Aujourd'hui, on parle de partiellement dénudée parce que quand la fille se réveille, au moment où on va lui remettre le pagne, elle sera, on va dire, des tenues comme, je crois que c'est cycliste qu'on appelle ça, des petits shorts fins, mais elle est quand même couverte parce qu'on sait aujourd'hui qu'on vit dans une société qui ne ressemble pas à la société de ma grand-mère à l'époque et qu'aujourd'hui les choses changent et aussi les jeunes filles psychologiquement ont un autre regard, un autre rapport au corps que celui que mes parents ou mes grands-parents avaient avant. Et symboliquement, on parle de 3 pagnes essentiels. Je parle bien d'essentiels parce que ça ne se réduit pas qu'à ces 3 pangui-là, qu'à ces 3 pagnes-là. Donc, un premier est attaché autour de la taille. Là, parfois, c'est sportif, hein, parce que quand la fille ne veut pas, il faut courir, il faut l'attraper, il faut vraiment le mettre. Parfois, c'est les oncles qui se chargent de ça, parce que quand elle court, il faut l'attraper. Et à ce moment-là, quand ils lui mettent le pangui autour de la taille, on lui dit « Ugi pangui », ça veut dire « on t'a remis le pagne ». Et à ce moment-là, elle est officiellement pangui umang. Même si elle ne veut pas continuer, toutes les autres étapes de la cérémonie, c'est fait. On ne peut pas le changer. Son identité a changé. Et à ce moment-là, symboliquement, c'est celle qui va vraiment marquer l'enveloppe qui va lui permettre de cacher sa pudeur et tout ce qui est honteux par rapport au rapport au corps. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, symboliquement, c'est des choses que beaucoup ne savent plus, mais une femme Bushinengue n'accepte jamais qu'une autre femme lui mette un pangui autour de la taille parce que symboliquement, ça a beaucoup de charge spirituelle. Quand une autre femme, une autre personne le fait, ça peut bouleverser spirituellement la vie de la personne parce que la personne qui nous remet le pangui, on ne sait pas spirituellement quelle charge spirituelle elle a et qu'est-ce que ça peut apporter. Et une femme Bushinengue ne vit
ce moment-là que 2 fois de son existence. Quand on va lui remettre le pangui pour dire qu'elle devient une femme adulte et au moment où on l'enterre. Il n'y a plus de fois où on accepte qu'une autre femme nous remet le pangui autour de la taille. On le fait pour d'autres personnes qui ne sont pas issues de notre communauté parce que pour avoir des représailles spirituelles, il faut faire partie de cette religion et de cette cosmovision pour qu'il y ait des représailles sur la personne. Et en général, on demande d'abord à la personne avant de lui remettre un pangui autour de la taille. L'autre est mis par-dessus la tête. Pourquoi? Parce que c'est là, on considère que c'est là que va siéger la spiritualité. Parce qu'il faut la tête qui va penser, qui va avoir la définition de tel et tel élément. Et c'est ça qui va protéger l'âme. L'âme, c'est ce qu'on appelle Aka, de tous les esprits malveillants. Parce que la jeune fille, on ne peut pas la laisser non plus pour compte quand elle passe de la jeune fille à la femme adulte, parce que il lui faut un moment de transition quand même. Donc à ce moment-là, symboliquement, on va protéger son âme. La plupart du temps, on l'emmenait à l'autel des ancêtres qu'on appelle le Faakatiki, pour pouvoir faire des prières, appeler les ancêtres à pouvoir l'accompagner tout le long de sa vie de femme. Le troisième est posé sur les épaules, pour symboliquement marquer aussi le fait que même si elle devient une femme indépendante, il y aura toujours d'autres femmes derrière, une famille derrière pour la soutenir quand il y aura des moments de faiblesse ou des moments où elle ne peut pas seule. Parce que certes, on devient indépendante, on devient autonome, mais on a quand même besoin de la famille. Et quand on lui remet ce pangui autour de l'épaule, c'est pour montrer que la famille sera toujours là derrière, toujours là pour elle. Et c'est souvent la marraine qui met celui-là avant que d'autres ne rajoutent d'autres panguis par-dessus. Après ces 3 panguis-là remis à la jeune fille, chaque personne de la famille et de la famille du papa peuvent venir rajouter des panguis par-dessus. Et c'est le moment où ça va marquer l'honneur de la famille, parce que là, la maman va être, comment dirais-je, chaque pangui supplémentaire qui est remis à la fille, c'est un honneur pour la maman, c'est un honneur pour toutes les sœurs de la maman, parce que ça voudrait dire qu'elles ont réussi à bien éduquer leur fille et que leur fille a servi à la communauté. Et parfois, quand on voit les cérémonies de Guy Pangui, il y a des filles qui sont complètement sous 1 tonne de pangui, parce que chaque femme va emmener, chaque personne va rajouter un pangui par-dessus. Mais il y a une étape cruciale dans le rite de passage. Certes, on va nouer le pangui, on va dire qu'on t'a donné le pangui, tout ce qu'il y a. Mais il y a un moment qu'on appelle le pudo. Pudo, en fait, quand on met le pangui pour la femme par-dessus le kwei qu'on avait remis à l'enfant, on va lui enseigner tout ce qui est obligatoire, les droits et devoirs de la femme. C'est à ce moment-là qu'on va lui montrer tout ce qui est l'intimité féminine, qu'est-ce que c'est qu'une femme, comment fonctionne le corps d'une femme. Et souvent, c'est le moment aussi où on va l'enseigner la sexualité. Quand elle aura un homme, comment se comporter avec son homme. Souvent, on entend aujourd'hui dire que chez les Bushinengue, on ne parle jamais de sexualité, c'est faux. C'est le moment où on va parler de tout et de rien à la fille. On va la poser sur un banc et on va lui emmener ce qu'on appelle le kété et le doodo. Le kété, c'est les bouilloires traditionnelles là, qui ressemblent à des théières. Là-dedans, elle va bouillir les bains intimes pour son corps, entretenir son corps. Et le dodo, c'est le récipient sur lequel elle va s'asseoir pour faire ses bains intimes. Et c'est à ce moment-là que les femmes de la famille vont la mettre sur un banc et vont lui enseigner tout ça. C'est quoi les droits de la femme? Parce que quand on obtient le pangui, là, on devient une femme indépendante et on a
comment dirais-je, pour moi, c'est le moment où on voit que le féminisme n'est pas un truc d'aujourd'hui. On parle aujourd'hui de féminisme comme si c'est né aujourd'hui, alors que depuis l'époque de ma grand-mère, ça existait parce que c'est le moment où on va te dire, une fois que tu es une femme qui a reçu le pagne, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu pars où tu veux. Ton mari ne te questionne pas sur où tu vas parce que tu as une pangiou. D'ailleurs, il y a un proverbe, souvent les femmes disent « Miganga omanga mpangiangogo » tu me demandes où je vais. Comment tu me demandes où je vais alors que je suis une femme qui a reçu le pangui? C'est là où on voit la puissance symbolique d'être une femme qui a reçu aussi le pangui. C'est dans ces moments-là aussi que on va t'expliquer comment avoir des intimités avec ton partenaire. C'est quoi le plaisir sexuel? Tout ce qui concerne la sexualité, le corps de la femme, c'est à ce moment-là qu'on va l'enseigner à la femme, mais aussi on va lui enseigner les kinas. Les kinas, c'est tous les interdits spirituels qui concernent la femme. Par exemple, pendant la menstruation, une femme ne peut pas faire à manger. Pendant la menstruation, elle ne peut pas se baigner à la rivière. Tant qu'elle n'a pas obtenu le pangui, ces interdits-là n'ont pas de charge spirituelle. Par exemple, une jeune fille qui vit chez son père a le droit de toucher aux objets de chasse de son père. Ça n'a aucun représailles parce que le corps de l'enfant n'est pas sexué. C'est un être innocent. Mais à partir du moment où c'est une femme, elle ne peut plus parce que ça va bouleverser les obias, c'est-à-dire la force spirituelle de l'homme. Ça bouleverse tout la spiritualité du village. C'est pour ça qu'à l'époque, on faisait ce qu'on appelle les faagi osu, mung osu, des maisons spécialement dédiées aux femmes menstruées. Alors aujourd'hui, c'est très contesté parce que beaucoup n'ont rien compris, parce qu'il y en a qui parlent de « on traite mal les femmes sont traitées comme des pestiférés », ça n'a rien de ça. À l'époque, une femme menstruée est considérée comme tellement puissante qu'il fallait qu'elle se préserve, elle et les autres. Pourquoi? Parce qu'une femme menstruée qui touche un objet sacré comme un obia ou même un sort jeté à quelqu'un, ça annule tout. Une femme qui est menstruée, qui arrive quelque part, elle avait une telle charge spirituelle qui pouvait soit faire, c'était à double tranchant, soit elle résout des choses, mais elle détruisait d'autres. Du coup, il faut avoir le maîtrise sur ces choses. Et c'est ce qui fait qu'à l'époque, elles étaient entre elles. Mais c'était des moments aussi où la femme pouvait souffler. Parce qu'une femme, on sait ce que c'est, s'occuper d'une famille, faire à manger, s'occuper des enfants, aller à la bâtie. Et parfois, on n'a pas le moment d'avoir des moments de cohésion avec d'autres femmes. Pendant les moments de menstruation, se retrouver avec d'autres femmes dans une même maison où on parle que de femmes. Et c'est à ce moment-là qu'on faisait des cancans sur nos maris aussi. Et du coup, c'était des vrais moments de plaisir. Ce n'était pas des choses, on va dire, mal vues, telles que c'est perçu aujourd'hui. Et au moment où on va faire ce rite de pudo pour la jeune fille, on va la mettre assise sur un banc. Et pour pouvoir contrôler le moment, pour marquer un temps assez long pour pouvoir lui donner tous ces enseignements, on faisait par exemple un plat de riz, enfin des plats qui prennent assez de temps à être cuits, pour garantir qu'il y aura assez de temps pour lui expliquer comment fonctionne son corps, comment fonctionne la sexualité, comment fonctionnent les kinas. Et du coup, tant que ce n'était pas cuit, elle n'avait pas le droit de partir. On dit qu'elle n'a pas le droit de se lever, mais elle pouvait se lever pour aller faire ses besoins, des choses comme ça. Mais elle ne pouvait pas partir parce que c'était des étapes assez importantes pour qu'elle puisse s'imprégner, parce que sinon, elle va forcément avoir des faux pas, parce qu'on ne naît pas femme, hein, on le devient, ça s'apprend. Et du coup, ce moment est important d'être vécu. Le pudo, ce n'est pas forcément le même jour où on lui noue le pangui. Il y a des familles qui le font en 2 étapes.
parfois, ils peuvent nouer le pangui aujourd'hui et faire cette étape-là 2 semaines, 1 mois après. Parce que c'est un moment tellement important qu'il faut prendre le temps de le faire. Et il y a des familles qui préfèrent prendre le temps assez long pour pouvoir le faire. Après, le moment où on lui apprend ça, on l'emmène à l'hôtel des ancêtres, quand on vit au village et qu'il y a le Faakatiki, pour faire ce qu'on appelle Towewata. C'est à ce moment-là qu'on lui fait des libations. Et le Towewata, c'est un moment où ils vont faire des prières, mais en rappelant toute la lignée. On va rappeler, c'est le moment où on dresse l'arbre généalogique de la femme, en fait. On va partir de l'arrière-arrière-grand-père en citant tous les noms jusqu'à sa maman. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on va demander aussi aux esprits de l'accompagner. Parce qu'avant, elle était accompagnée par les esprits de sa maman et de son papa. Mais maintenant qu'elle est femme adulte, le travail des esprits, on va dire des anges gardiens de ses parents s'arrête. Il faut demander aux ancêtres de pouvoir être derrière elle, la protéger et l'accompagner dans sa nouvelle vie. On parle de Bungadou aussi parce qu'une femme qui a reçu le pangui, elle est appelée à avoir des enfants. Et quand elle aura des enfants, il y aura ce qu'on appelle le Nenseki. Le Nenseki, c'est la réincarnation des ancêtres dans les enfants. C'est des périodes de vie qui sont très... ça peut être pénible parce que c'est des moments à charge pour les parents et pour les enfants. Parce que le Nenseki, je vais essayer de vous le définir vite fait, mais le Nenseki, c'est les ancêtres qui sont partis doivent revenir dans la société pour pouvoir exercer, faire ce qu'ils savaient faire. Par exemple, un guérisseur, quand il est mort, son travail doit se poursuivre et parfois il choisit dans sa lignée un enfant pour pouvoir le faire. Et quand il se réincarne dans l'enfant, ça peut se manifester de plusieurs façons troublantes. Par exemple, si il était malade et qu'il avait une jambe cassée quand il est mort, eh bien, les troubles que l'enfant aura, ça sera des problèmes aux pieds, tous les symptômes qu'il avait avant de mourir ou dans sa vie, va se répertorier sur l'enfant dans le seul but que la famille le reconnaisse. Le jour où on trouve celui qui essaye de se réincarner, on dit Nasi, celui qui se réincarne dans l'enfant, à partir de ce moment-là, l'enfant n'est plus malade. On dit malade, mais ce n'est pas une maladie. C'est la façon dont celui qui se réincarne a pour pouvoir se manifester pour qu'on puisse le reconnaître. Et du coup, au moment du Gipangi, du Puudo, où on va demander au Bungadou, c'est une façon de demander aussi aux ancêtres de nous montrer suffisamment efficacement c'est qui pour que l'enfant n'ait pas à souffrir pendant le moment où la personne va essayer de se manifester pour qu'on puisse le reconnaître assez vite et que l'enfant puisse être soulagé rapidement. C'est des moments qui permettent aussi la transmission. Souvent, on parle de la transmission qui se rend. Il n'y a pas que les étapes du vivant où on transmet quelque chose à l'enfant du vivant. Parfois, il y a des choses qui se transmettent aussi en rêve et par le biais du Nenseki, parce que parfois, on a des dons. On ne sait même pas comment on peut prononcer des phrases que mon grand-père, que je n'ai pas connu, on dit. C'est dans le processus du Nenseki que tout ça peut être possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le travail de valorisation et de préservation et de transmettre de son vivant. Mais c'est des choses qu'il faut savoir. Alors, dans tout le Gipangi, passage à l'âge adulte, on parle de choses, de moments de joie, mais il y a aussi des jeunes femmes qui, je ne dois pas dire par malchance, mais qui n'ont pas la chance de connaître les mêmes cérémonies que les autres. Parce qu'une jeune femme qui tombe enceinte avant d'avoir le pangui, on lui donne ce qu'on appelle le chobobangi, c'est-à-dire littéralement le pangui sale. Alors, c'est un moment qui est très difficile pour la jeune fille, parce que là, publiquement, tout le monde va percevoir la déshonneur parce que on sait qu'avoir des relations sexuelles, même consenties, avant le pangui, c'est des choses
proscrit par la communauté. Et quand c'est fait avant, c'est un déshonneur pour la jeune fille, mais aussi pour toute la lignée. Quand on dit Chobopangui, ça ne veut pas dire que c'est un pangui souillé, c'est juste que c'est un pangui déjà utilisé qu'on va te donner. Parce que c'est tellement élogieux d'acheter quelque chose spécialement pour une personne, au nom d'une personne, que quand la jeune fille nous a déshonorés, il faut lui montrer quand on ne lui donne pas cet honneur-là, elle a enfreint les règles. Et quand on le fait pas que pour elle. On le fait aussi pour marquer un exemple pour que les autres ne suivent pas le même chemin qu'elle. Et du coup, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de fête, il n'y a rien. On te remet un pangui pour dire, malgré ce que tu as fait, tu deviens quand même une femme. Mais il n'y aura pas toute la fête, tous les cadeaux, toute l'intention qu'on va apporter à la jeune fille, on ne va pas donner. Parce que si on le fait, on considère que tous les autres derrière vont faire la même chose. Et ce n'est pas l'idée. Et comme l'avait dit Sébastien avant, c'est des moments qui sont préparés depuis que l'enfant est tout petit. Depuis que l'enfant est tout petit, en fait, on va préparer l'enfant à être serviable. Aller faire la vaisselle pour la tante à côté, coiffer la grand-mère, emmener la voisine à la bâtie, laver des linges pour le voisin, aider les enfants du voisin. Pourquoi? Parce que durant la cérémonie du Gipangui, il y a un grand panier qui est placé au centre du village et tous ceux qui vont venir pour la cérémonie vont déposer des cadeaux dedans. Alors, quand le panier n'est pas rempli, c'est pas la même chose que le Chobopangui, mais presque. Parce que ça voudrait dire que soit tu étais un enfant qui répondait quand on te parlait, qui insultait, qui n'aimait pas aider, qui n'aimait pas aller faire la vaisselle. Et du coup, on n'obtient pas de cadeau. Et quand on n'obtient pas de cadeau, c'est triste et pour toi, et pour la maman, et pour les tantes. C'est pour ça que le rite, on dit que le rite de passage est préparé depuis l'enfance, parce que c'est depuis l'enfance qu'on va apprendre l'altruisme à l'enfant. Et après tout ce qui est rite de façon très protocolaire, il y a souvent une très grande fête où des groupes de musique, des DJ vont venir performer, on va danser, on va manger plein de plats traditionnels et c'est des femmes qui vont se dévouer à venir faire ces plats. Eh bien, si la femme avait demandé à la jeune fille un jour, est-ce que tu peux m'accompagner à la bâtie? Ah, écoute, j'ai pas le temps, je dois faire un live TikTok. C'est sûr que cette femme-là, elle viendra pas faire le pinda ici pour ta remise de pangui. Si c'était une jeune fille qui... Souvent, on envoie les enfants. Est-ce que tu peux aller appeler telle personne pour moi? Est-ce que tu peux aller transmettre tel message? Tu veux pas? Eh bien, ce jour-là, elle ne participera pas et du coup, il n'y aura pas de cadeau. Et la fête ne peut pas avoir lieu parce que chaque petite main qui va préparer des mets pour la fête sont aussi importantes que les autres. Alors, c'est un rite qui est... aujourd'hui, bon, on perçoit le moment où on remet le pangui, on perçoit la fête, mais c'est tellement rempli de petites choses très symboliques qui méritent d'être connues. Par exemple, le fait qu'on mette la jeune fille assise sur un banc, ce n'est pas anodin. On aurait pu prendre un tronc d'arbre, on aurait pu la laisser debout ou on aurait pu la mettre couchée. Mais elle est mise assise, c'est juste pour symboliser la vie qu'on lui souhaite après. Quand on dit Sidon Libi, c'est une vie bien assise, une vie confortable, une vie stable. Parce qu'un banc, on sait tous qu'un banc, c'est quelque chose de très stable. La plupart du temps, elle a 4 pieds ou 2 pieds, mais toujours stable, c'est jamais quelque chose de bancal. C'est pour symboliser la vie solide qu'on souhaite à la jeune femme. Et le bangui, le banc, est aussi un symbole d'accueil. Souvent, par exemple, chez nous, on dit pour accueillir les Wenti, il faut un banc. Tu accueilles les esprits bienveillants sur des bancs.
C'est pour ça que le banc lors de la cérémonie du Gipangi est très important. D'ailleurs, on fait un banc spécialement dédié à la jeune fille pour son rite de passage. Et souvent, c'est des bancs avec de la sculpture timbée, avec des symboles, des proverbes exprès taillés pour elle et parfois même colorés. Bon, quand on obtient le Chobopangi, on a compris, il n'y aura pas ça. Hein. On trouve un petit, on va dire, un bidon de lait qui traîne, allez, assieds-toi. C'est fini. Parce qu'on ne va pas faire un effort, parce qu'on considère que la jeune fille n'avait pas fait d'effort. Alors, le fait de couvrir la tête, comme j'avais dit, c'est une façon aussi de préserver l'esprit de la jeune fille. On va lui donner tout ce qui est umanko aussi, c'est des tissus spécialement dédiés à la féminité. Par exemple, le pangi, ce n'est pas un objet exclusivement féminin. Aujourd'hui, on pense que le pangi est forcément que féminin. Pas du tout, parce que le pangi, on va voir par la suite qu'il y a plusieurs pangis différents. Mais ça fait partie des éléments clés de la femme Bushinengue, comme le fesikoki. Fesikoki, c'est un tissu. Quand une femme est mariée, d'ailleurs, elle porte le pangi, elle a un petit rectangle devant. C'est ce qui va marquer aussi la fermeture. Un homme qui te voit même dans la rue au marché, il sait que tu es marié. Les alliances comme je porte là, chez nous, ça ne veut rien dire. C'est juste c'est la tradition, on va dire l'occidentalité qui fait ça. Mais c'était dans la façon dont on porte le pangi. La hauteur du pangi, par exemple, moi je suis mariée, j'ai des enfants, je ne peux pas porter le pangi au-dessus du genou parce que je suis mariée, j'ai des enfants. Ça marque aussi le changement d'identité. Et symboliquement, le puudo, comme je dis, c'est l'acquisition de la féminité. Parce qu'il y a des forces féminines qu'on va acquérir seulement à ce moment-là. C'est pour ça qu'on peut donner le pangi et on n'a pas acquis cette charge, ce pouvoir féminin, parce que c'est le moment où on va t'enlever le cueil par-dessus du pangi, qu'on va le nouer avec le ficelle dont je parlais, le kamitete, qui va rajouter une force spirituelle à la femme, à la féminité. Et comme je disais, les repères de façon de porter le pangi, même ce qu'on appelle aujourd'hui le maré-tête. Une femme qui attache sa tête, on n'attache pas la tête d'une femme comme on attache la tête d'une jeune fille de 15 ans. À l'époque, selon la façon dont on va attacher la tête, on sait si la femme est prête à ce qu'un prétendant vienne voir sa famille pour demander sa main. Pareil, s'il y a un moment de fête, de deuil dans la famille, et que tu es une femme qui a reçu le pangi, tu ne peux pas nouer le pangi sur le côté, ce qu'on appelle kumantiana. Ça, une jeune fille de 15 ans qui n'a pas encore reçu le pangi, elle peut. Mais une femme qui a reçu le pangi ne peut pas. Parce qu'il y a une ouverture là qui montre que c'est vulgaire. C'est vu comme quelque chose de vulgaire pour une femme qui a reçu le pangi. Donc, la femme devait porter le pangi de façon respectueuse et porter aussi quelque chose qui cache l'ouverture pour pouvoir danser la wassa. C'est des repères qui permettent de savoir tout de suite qui est marié, qui ne l'est pas, qui est endeuillé, qui est à la recherche d'un conjoint ou pas, sans forcément avoir à parler. Parce que vestimentairement, dès qu'on la voit, on sait. Et il y a plein de symboliques aussi liées aux esprits. Par exemple, une femme qui va être ornée de bleu, on va savoir que dans sa famille, la spiritualité que ses parents, la divinité que ses parents vénèrent, c'est l'ampuku. Si elle est plutôt marron, les marrons tachetés, on sait que c'est le dagoué. Alors il y a plusieurs façons de s'habiller par la couleur, les motifs qui permettent aussi de rappeler les temps. Alors symboliquement, il y a aussi les symboles liés au temps parce que on voit que les grands-mères de la génération de ma mamie et ma mère,
on voit tout de suite quand elles s'habillent, la façon de fonctionner, qu'on est dans des mondes différents, même si on essaye de les rallier pour pouvoir faire une seule société. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va vers une dénaturation involontaire du rite? Parce qu'aujourd'hui, on voit que quand les jeunes filles font leur rite de passage, elles font des flyers. Des flyers maintenant même générés par l'IA, très jolis avec des groupes qu'elles veulent, des chanteurs qu'elles veulent. Elles vont elles-mêmes distribuer, alors qu'à l'époque, la femme qui va recevoir le Pangui ne le savait pas. Elle ne devait pas le savoir. Parce que c'était aussi une façon de la préserver, parce qu'une personne envieuse qui sait que tu vas recevoir le Pangui peut commencer à jouer sur ton esprit parce que c'est le moment d'ouverture. C'est le moment où ton père et ta mère ne te protègent plus et le moment où on va chercher à évoquer les ancêtres pour te protéger. Et du coup, il y a un laps de temps où tu es très vulnérable. Aujourd'hui, les jeunes filles, quand elles vont recevoir le Pangui, c'est elles qui organisent, c'est elles qui disent « Tu dois venir telle date, je vais recevoir le Pangui ». Alors, il y a des aînés qui ne sont pas contents. Il y a même des étapes brûlées. Il y a des familles qui font le Gui-Pangui où on noue le Pangui autour de la taille, mais ne font pas le Puudo. N'expliquent pas ce que ça veut dire le banc, n'expliquent pas ce que ça veut dire les 3 pagnes, ne mettent pas forcément la fille assise pendant que le riz cuit. C'est la fête qui est importante, montrer qu'on a assez de moyens financiers d'inviter les groupes de musique les plus connus. Donc, est-ce qu'on part sur une banalisation du geste? Est-ce qu'on parle de désacralisation? Moi, personnellement, je ne peux pas porter un jugement sur ça, parce qu'on sait tous que le patrimoine culturel immatériel, elle est quelque chose de vivant, qui est amené à changer avec le temps. Mais on se pose quand même des questions sur l'équilibre spirituel et aussi le bouleversement de la reconnaissance et de la valorisation de la culture, parce que la plupart des jeunes ne le font pas exprès. C'est qu'il y a eu un moment où la transmission n'a pas été faite aussi pour qu'ils puissent savoir pourquoi ça ne se fait pas. Souvent, les grandes personnes de l'époque de mon grand-père vont t'enseigner quelque chose quand tu demandes pourquoi, ils disent jamais pourquoi. Et les jeunes n'aiment pas. Quand on demande aujourd'hui, on aime avoir aujourd'hui. D'ailleurs, on le voit avec l'IA. Quand tu demandes à l'IA, c'est tout de suite, tu as 2 pages. Alors que mon grand-père, par exemple, quand j'allais prendre des enseignements, il me parlait une langue que je ne comprenais pas. C'est-à-dire, c'était bourré de proverbes. Je devais aller me casser la tête, aller voir un oncle, aller voir ma grand-mère, aller voir ma tante. Et du coup, chaque personne me donnait un bout. Et c'est quand j'assemblais le tout que je retournais le voir et lui dis « Voilà, je l'ai, je sais ». Et il m'a dit « Mais de toutes les façons, même quand tu n'as pas la réponse, tu as déjà tout compris parce que tu es revenu demander ». Et du coup, c'est toutes ces choses qui font aujourd'hui qu'il y a des étapes qui sont brûlées aussi parce qu'on n'habite plus au même endroit. Le fait qu'on était à côté du grand-père, c'était plus facile. Il voit quelque chose, il rectifie tout de suite. Aujourd'hui, je suis à Cayenne, il est dans le fin fond du village natal de ma mère. Il ne voit pas tout de suite ce que je fais pour pouvoir me réprimander. Aujourd'hui, je ne vis même plus avec ma mère, j'habite à Cayenne pour travailler à Cayenne. Du coup, tout ça participe à la désacralisation et aussi le fait de ne pas dire, de ne pas montrer certaines choses. D'autres qui n'appartiennent plus à ce monde spirituel ne connaissent pas les représailles. Parfois, la meilleure façon de pouvoir respecter les choses, c'est savoir le prix à payer derrière qui va nous faire peur et qui va nous empêcher de faire certaines choses. Certaines personnes fonctionnent comme ça. Par exemple, s'il n'y avait pas d'amende, on roulerait tous à 130, 140, j'imagine. Mais parfois, il y a des personnes qui respectent parce qu'on sait que si le gendarme te chope, tu vas payer tant. Ou si tu roules aussi à 180 et que tu heurtes quelque chose, tu vas mourir. C'est le fait de savoir la conséquence qui fait aussi qu'on s'oblige à appliquer les règles. Donc, je ne réponds pas forcément à la question parce que c'est une question très délicate. Mais voilà, c'est des questions qu'on se pose. Et du coup, tout à l'heure, je parlais de plusieurs Pangui différents. Mais il faut savoir qu'il y a le Pangui des vivants qu'on utilise dans les rites
dans les moments de fête, mais il y a aussi tous les pangis qui accompagnent les moments mortuaires. Une personne, par exemple, qui meurt d'une certaine façon, une jeune fille qui meurt d'une certaine façon, on a besoin des pangis qui lui ont été remis lors de son rite de passage pour pouvoir l'enterrer, ou même du ficelle dont je parlais tout à l'heure. Et si une jeune fille a dépassé l'âge du Gipangui et elle meurt tragiquement, on est obligé de donner le pangui à sa dépouille avant de pouvoir l'enterrer. C'est pour ça que souvent on dit aux familles de se dépêcher, de faire les choses bien, parce que c'est un travail très compliqué pour les personnes qui doivent accompagner le mort, parce que faire une cérémonie de Gipangui à une jeune fille qui est déjà morte, c'est très très compliqué pour eux, pour pouvoir l'accompagner aussi dans ces moments-là, et la famille aussi. Et on a ce qu'on appelle le Lalapangui, qui est aussi le pangui qui va suivre tout le processus de travailler le mort, laver le mort, habiller le mort, préparer le cercueil. Et un morceau est donné à la famille et aux personnes qui ont été là au moment où on préparait la dépouille. C'est un pangui normal, mais chez les Bushinengue, on dit que les jeunes filles qui sont encore en âge de procréer ne peuvent pas l'utiliser, parce que c'est un pangui qui a une charge symbolique et spirituelle très forte, parce que c'est le moment aussi d'accompagner le mort, et on ne mélange pas les deux mondes, parce qu'une femme qui est amenée à amener la vie ne peut pas être proche du monde de la mort. Du coup, souvent, c'est les hommes qui les utilisent. Ils les mettent autour de la taille, ils l'utilisent quand ils partent en forêt pour s'essuyer. Mais chez ma mère, par exemple, on n'utilise pas le lalapangui. Il faut absolument que les bouts soient cousus. Lalapangui, ça veut juste dire pangui brut, c'est-à-dire quand tu vas au magasin et que tu l'achètes, c'est juste déchiré, c'est pas travaillé, pas brodé du tout, c'est brut. Et chez ma mère, par exemple, une femme n'utilise pas, une jeune fille n'utilise pas le lalapangui. Les seules femmes qui l'utilisent, c'est les femmes déjà ménopausées. Parce que spirituellement aussi, elles sont prêtes aussi à pouvoir contourner spirituellement les représailles. Alors, les droits et devoirs de la femme, on ne va pas rester éternellement dessus. Une femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais quand on dit faire ce qu'elle veut, ce n'est pas non plus au détriment de la liberté des autres. Hein. Elle a gagné son autonomie. Elle peut être libre d'aller où elle veut, toujours dans le respect de soi et de la famille. Mais elle sait qu'il y a des moments où elle ne peut pas aller et elle ne peut pas faire certaines choses, par exemple quand elle est menstruée ou pas. Et le moment où son mari est mort, elle sait qu'elle doit respecter le deuil. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et notamment, j'ai mis ces 3 photos-là parce que, par exemple, on voit, c'est une photo qui a été prise à Loka, avec les maisons à Bonneville, à Loka. On voit le kété, le truc rouge là, c'est le kété dont je parlais au moment du poudo. C'est dans ce récipient, cette bouilloire, qu'elle va bouillir les plantes médicinales qu'elle va utiliser pour ses bains intimes. Et elle sera le garant du foyer, en fait. Elle va s'occuper de son foyer. À l'époque, c'est pour ça que les hommes, ils offraient, par exemple, je ne sais pas si on peut appeler ça voûte. Tu vois, la devanture de la maison, tout ce qui est coloré, là, c'est des sculptures qui étaient offertes par l'homme à sa femme. Et c'était aussi des messages très forts. Tout ce qui est entrelacé montrait la loyauté que l'homme avait pour la femme. Tout ce qui est en forme circulaire montrait la procréation, parce que le ventre de la femme est arrondi. Et la femme sera toujours le socle de la vie, c'est elle qui va donner la vie. C'est aussi elle qui va nourrir, apprendre aux enfants. Et tout ce qui est... triangulaire, ceux qui ont on dit des pics comme ça, c'est pour rappeler qu'il y aura des moments où il y aura des moments difficiles. Mais même si on te dit, on va prier les ancêtres qui vont t'accompagner, ça va être génial, mais il y aura des moments dans la vie d'une femme qui seront compliqués.
mais quand ils assemblent tous ces motifs et toutes ces couleurs, ça fait quelque chose de joli. Et c'est ce qui va permettre aussi à la femme aussi, malgré les difficultés, d'avoir quand même une vie assez harmonieuse, parce qu'il y aura aussi tout le village autour pour la soutenir. La plante au milieu, bon, je ne connais pas le nom latin, c'est ce qu'on appelle l'andou. C'est une plante qui produit des rhizomes qu'on utilise pour baigner les bébés. Et aussi, c'est ce qu'on utilise pour parfumer la maison. Il faut savoir que tout ce qui sent bon éloigne les mauvaises choses. Du coup, la maison d'une femme, souvent, elle avait des odeurs qui étaient bonnes par rapport aux plantes médicinales utilisées aussi pour protéger et elle et ses enfants et les environs de sa maison. Et le riz, c'est pour montrer que la femme, malgré l'homme, aujourd'hui les hommes, ils aiment dire c'est moi qui porte le pantalon dans la maison, mais la femme à l'époque, c'est elle qui était gardienne de tout. L'homme, il travaillait, il donnait l'argent à la femme, c'est la femme qui gérait le foyer. Parce que les hommes, à l'époque, on disait que, même ma mère dit, les hommes ne savent pas faire des économies, c'est la femme qui fait des économies parce que la première qui subit les représailles, c'est elle et les enfants. Quand on a utilisé l'argent n'importe comment, la femme et les enfants seront les premiers à vivre la faim et le manque de denrées dans la maison. Du coup, le riz était aussi quelque chose qui était préservé par la femme dans des tombeaux. C'était des espèces de valises en bois. Souvent, là où elle mettait le riz, l'argent n'était jamais caché très loin. Parce que symboliquement, le riz aussi a un symbole très fort chez nous. Parce que le riz, faut savoir que le riz a été amené dans les cheveux de la femme lors du marronnage. Alors, le riz est présent dans beaucoup de rituels. Ce n'est pas qu'un objet pour s'alimenter. Je ne vais pas m'éterniser, sinon je n'aurai pas de moment d'échange avec vous. Et du coup, aujourd'hui, je vais passer très vite dessus. Il y a plusieurs pangis différents. Vous pouvez voir des femmes. Déjà, rien que les deux, là, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle Koti Palaki, c'est le pangui que je porte. Je ne sais pas si je suis à gauche ou je suis à droite, mais je porte les perles dans mes cheveux. C'est un tissu qui est découpé, collé sur un autre tissu. Celle que porte la jeune fille devant, au Suriname, on dit fragno pangui pour les franges qui sont mises en dessous. C'est purement de l'hybridation culturelle parce que si vous regardez bien, c'est les mêmes qu'il y a sur les vêtements traditionnels des Amérindiens. Du coup, ça a été un mélange des deux cultures. Et il y a aussi les pangis avec les croix, que je crois que c'était sur la diapo au début. Mais il y a plein de pangis différents qui sont portés différents à des moments différents, avec des formes florales. Aujourd'hui, on voit aussi des femmes qui portent des pangis. Elles ont brodé la Bible dessus parce que elles rapportent aussi à leur façon de s'habiller, leur religion, leur appartenance religieuse, avec des textes de la Bible. Avant, c'était plutôt des pangis avec des proverbes. Par exemple, si je me réveille de mauvaise humeur, je mets un pangui qui dit « ne m'embête pas ». Et du coup, aujourd'hui, les femmes portent aussi des pangis avec des versets de la Bible dessus. Et aujourd'hui, il y a aussi une question qui se pose. Souvent, actuellement, ça change. Hein. On voit notamment avec tout ce qui est horrific design, des artisanes qui mettent à l'honneur le pangui. Mais avant, c'était rare de voir une femme qui va à la fac, qui va au marché avec son pangui. Moi, je le fais. Et souvent, tu peux avoir des remarques comme « Ah, mais ton pangui est trop joli, pourquoi tu le mets pour aller au marché ?» Parce que pour les gens, cacher le pangui et le porter que dans des moments stratégiques, des moments de fête, c'était une façon d'honorer le pangui. Alors je leur explique que pas du tout, parce que cacher le pangui aussi, c'est une façon aussi de mettre cette tradition sous cloche et de ne pas valoriser et de le folkloriser, parce que c'est des moments où on voit des personnes qui viennent dans le village ou des personnes qui sont dans la fête, qu'on le met même plus pour nous, mais on le met pour les gens, pour montrer aux gens. Et c'est ça qui fait qu'on tend vers la folklorisation. Alors aujourd'hui, grâce
à Dieu, je suis très contente que ça change. Aujourd'hui, les femmes s'assument aussi avec leur pangui parce que c'est aussi le fruit de la marginalisation. Avant, le pangui, tout ce qui rappelait la vie du village, c'était connoté comme la vie de pauvres, la vie de personnes, comment on appelle ça? Les créoles disent viennègues, c'est-à-dire des personnes pas... Chez nous, on dit anto-école, pas de personnes pas civilisées, des personnes pas de la ville, des vieilles personnes qui connaissent rien à la mode. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, les femmes s'assument avec leurs pangui, s'habillent avec des pangui. D'ailleurs, les pangui changent un peu de style. Il y a des femmes qui, à partir d'un pangui, font des robes. Et les enfants aussi, les hommes aussi, portent des motifs de pangui dans leur tenue. Et c'est ce qui permet aussi de maintenir cette tradition vivante. Alors, je vous remercie. Sinon, je parlerai 3 heures et il n'y aura pas de moment d'échange. Merci. Alors merci Madame Anso Etaro pour toutes ces explications sur les rites de passage à l'âge adulte. Alors pour ceux qui ont des questions, je vais passer avec le micro parce qu'il faut savoir qu'on enregistre l'intervention et donc c'est important pour nous que vous puissiez parler au micro s'il vous plaît. Alors levez la main et je passerai pour ceux qui ont des questions. Mais c'est parce que je ne vois pas les gens là-bas. Oui. Merci une seconde fois pour votre intervention qui était particulièrement intéressante et qui nous permet de comprendre un peu mieux comment certaines communautés vivent ici en Guyane. C'est pas vraiment une question que je voulais poser, ça m'a fait penser, le rite du panier m'a fait penser à ce qu'on a nous dans la civilisation judéo-chrétienne avec l'enfer. Pour moraliser les personnes chez les chrétiens, bon, c'est en train de passer heureusement, mais il y a la peur de l'enfer. Donc faut bien se conduire parce que après la mort, il y a une punition qui nous attend. Et donc dans cette tradition du panier, j'ai l'impression que ça permet de moraliser l'enfant. Et de pas que toute la vie ne soit pas une peur de ce qu'il y a après la mort pour moraliser une personne. On moralise une personne depuis l'enfance et s'il est pas sage ou s'il n'a pas rendu suffisamment de service à la communauté, il est puni sur Terre. Donc l'enfer peut attendre une personne sur Terre, apparemment, enfin de ce que je comprends. Hein, Et finalement, c'est quelque chose de peut-être autrement civilisateur. L'enfer chrétien a aussi civilisé des populations, hein, mais il a beaucoup fait peur et il a terrorisé beaucoup de monde. Et là, dans ce cas, donc dans la civilisation, la communauté Bushinengue que vous avez décrite, il n'y a pas ce après la mort qui peut faire peur toute la vie. Peut-être qu'après il y a d'autres croyances, hein, mais en tout cas. C'est vraiment intéressant de comparer ces moyens de moraliser les sociétés, quoi. Bon, c'est pas du tout une question. Je voudrais féliciter Clarisse, c'était super sympa. Et c'est juste une remarque qu'on est plusieurs à avoir fait. Elle est restée debout quand même pendant toute la conférence. Bravo à Clarisse, du coup. Je voulais voir tout le monde. Si j'étais assis, j'aurais pas vu les autres. C'est une excellente raison, sûrement. Merci. Merci. Oui, merci Clarisse pour ce très beau témoignage qui moi me touche particulièrement puisque la maman de ma fille est à Lukuma, du village Abdallah de Maripasoula, donc j'ai compris mieux certaines choses que je vivais à l'époque avec elle parce que comme nous ne sommes pas de la même communauté, il y a des choses qu'elle me cachait bon bien. Par rapport à la jeune fille qui donc aurait fauté, le garçon lui dit rien lui.
Alors, le garçon. Ah, le garçon. Ou l'homme. Le garçon, il faut savoir qu'on vit dans des sociétés injustes. Donc, la plupart du temps, le garçon, il est... Ah, t'es un homme, bon, mon fils, t'as... Donc, la plupart du temps, l'homme ne subit pas les représailles parce que lui, au moment du Gikamisa, qui est aussi un rite de passage chez les hommes, la plupart du temps, il n'y a pas de signe apparent sur lui. La jeune fille va porter un enfant, son ventre va grossir, ça se voit, ça ne peut pas se cacher. Alors que le garçon, il peut aussi... La plupart du temps, quand la fille dit que c'est lui qui l'a enceinté, il dit aussi que c'est pas lui. Hein. Et prouver que c'est vraiment lui, la plupart du temps, c'est compliqué. Et il faut dire, il faut appeler un chat dans nos communautés, et même, je dirais même dans les sociétés actuelles, les hommes ne sont pas aussi réprimandés que la femme, ne sont pas autant pointés du doigt que la femme. Et c'est injuste. Même dans le cas d'un viol? Alors, dans le cas d'un viol, c'est autre chose. Il y a tout ce qu'on appelle pandasifofon. À l'époque, quand un jeune garçon faisait ça, il se faisait battre par tout le village. C'était presque une lapidation. Parce que, comme je disais, les enfants, comme ils sont dans la lignée de la maman, donc ils sont dans le fief de la famille, quand le garçon le faisait, il se faisait... battre par tout le village et il est banni du village. Parce qu'il n'a pas souillé que la jeune fille, il a souillé toute la lignée. Même la matriarche a pris un coup. Et en général, il n'avait plus le droit de mettre un pied sur le village. Garde Tanguy. Merci. Je veux voir la personne. Bonsoir, j'ai bien aimé votre présentation, c'était vraiment très très bien. Alors justement, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire le monsieur. Donc j'allais poser aussi la même question. Si une jeune fille est souillée lors de la cérémonie du pangui, j'ai bien compris qu'il y avait le pangui sale et le pangui entre guillemets pur. Et en fait, dans ces cas-là, si cette jeune fille-là, justement, s'est avéré que c'est pas de son fait, comment ça se passe, justement? Est-ce qu'elle va recevoir ce pangui sale qui va, justement, la stigmatiser? Alors, le pangui sale est reçu par la fille, à ce moment-là, mais c'est la famille qui... Enfin, quand il s'agit d'un viol, c'est un cas à part. Mais parfois, les familles ne font pas le nécessaire pour donner le pangui à temps à la jeune fille. Par exemple, il y a des filles qui reçoivent leur pangui à 27 ans et qu'elles tombent enceintes. Quand ils remettent le pangui sale, c'est la famille qui est réprimandée. Parce que c'est à cause de la famille qu'elle se retrouve dans ce cas de figure-là. Parce que la famille n'a pas fait le nécessaire pour la protéger de recevoir un seul pagne. Et la plupart du temps, ils essayent quand même de pallier à ce manquement parce que ce n'est pas de son ressort. Et quand il s'agit de viol, on ne lui remet pas de pangui sale. Elle reçoit sa cérémonie. Certes, ils ne font pas de grandes fêtes parce que ça va rappeler ce moment de douleur, parce que la plupart du temps, les viols, quand c'est subi par la jeune fille, même ne serait-ce qu'en parler est compliqué. Et mettre les projecteurs sur elle pour un moment de rite comme ça, ça peut lui rappeler les faits. Donc elle reçoit son pangui, elle reçoit une fête en toute intimité, mais elle n'est pas pointée du doigt comme quelque chose qu'elle a fait et qu'elle reçoit comme une punition. D'accord. Alors du coup, effectivement, il y a aussi cette problématique de honte aussi, puisqu'il n'y a pas forcément, toutes les jeunes filles ne vont pas pointer du doigt l'oncle, le grand-père ou autre personne qui l'aurait souillé. Donc elles vont subir en fait cette cérémonie avec un pangui sale, alors que finalement elles ne peuvent pas en parler parce que justement c'est dans toutes nos sociétés en fait, hein, que ça soit dans la société créole ou toutes les sociétés où justement ce problème de viol peut être une honte pour la jeune fille et du coup elle va pas pouvoir en discuter. Non, mais quand la jeune fille a eu un viol,
elle ne reçoit pas un Pangui déjà utilisé comme quelqu'un qui aurait déshonoré sa famille. Elle n'aura pas la grande fête que les autres ont aussi pour la préserver, mais elle va recevoir aussi les prières, mais ça ne sera jamais exposé comme pour l'autre fille, parce qu'on comprend aussi que ce n'est pas de son ressort. Elle n'a pas enfreint les règles. Certes, c'est des cérémonies plutôt discrètes, parce que normalement, une fille qui a déshonoré ne reçoit pas de prière. On ne l'emmène pas au Fakatiki, on ne lui remet pas le kété, le dodo, on ne lui achète rien. Mais une femme qui a subi un viol, on lui offre tout. On prépare son foyer. Certes, ça ne sera pas mis au centre du village avec un panier, comme symboliquement les autres, mais elle reçoit tout ça, mais en toute discrétion, parce qu'il faut la protéger. Et la plupart du temps, quand il y a viol en plus, il y a un enfant à naître. Et on considère aussi que cet enfant est encore plus fragile qu'un enfant à naître. Et du coup, il faut la protéger, elle et l'enfant, et aussi la grand-mère. D'accord, très bien. J'aurais une dernière question, et je ne vous embête plus. Ça concerne une cérémonie. Par exemple, vous avez dit que la jeune fille qui décède avant de recevoir son Pangui va le recevoir avant la mise... avant d'être enterrée. Voilà, avant d'être enterrée. Alors, est-ce que c'est justement pour la protéger dans l'autre monde? C'est une symbolique spirituelle, justement, pour dire qu'elle va, comme vous avez dit qu'il y avait une frontière entre le moment où elle passe, elle récupère son Pangui, et qu'ensuite, donc elle est protégée par son papa et sa maman, et entre-temps, il y a une frontière où, effectivement, elle va être protégée par ses ancêtres. Donc, il y a une frontière à ce moment-là, et du coup, dès l'instant où elle passe, elle décède. À ce moment-là, ça va, en lui remettant le Pangui, ça va lui permettre de la protéger dans l'autre monde. C'est pour ça? Alors, il faut savoir que chez nous, le mort est très puissant. Il n'a plus besoin de protection. Certes, il y a une phase où son esprit est errant, mais tout ce qui se fait pendant la période de deuil, c'est pour protéger les vivants, parce que ça aura des représailles sur les vivants. Si on ne lui a pas donné le Pangui à temps, elle décède, ben, la famille va subir le représailles parce que le nécessaire n'a pas été fait avant. Et du coup, ça peut provoquer ce qu'on appelle des calamités, c'est-à-dire des troubles chez les gens de la génération au moment où ça se passe, mais aussi toute la descendance qui viendra après. Du coup, c'est pas pour le mort, mais pour la famille qui va rester. Parce qu'eux, ils vont avoir... par exemple, on considère que la personne ne sera pas en paix. D'ailleurs, quand on enterre la personne, on dit qu'on l'emmène dans sa dernière demeure. Elle ne peut pas aller dans sa dernière demeure si on ne lui a pas donné ce qu'il fallait, si on ne l'habille pas comme il le fallait. Parce qu'on habille, on orne le cercueil d'une certaine façon, selon le statut, selon l'âge et aussi tout ce qui était marquant pour elle de son vivant. Et si elle part sans tous ces ustensiles-là, ben elle reviendra embêter les vivants parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'elle méritait pour pouvoir aller se reposer en paix. Merci beaucoup. Le micro. Oui, en fait, par rapport au décès, et par rapport aussi à la dénaturation, que pensent les gens de cette génération par rapport à ce qui se passe justement? Parce que vous dites que si les rituels ne sont pas faits, il y a des représailles après pour les générations futures. Alors forcément, il va y avoir un conflit de génération par rapport à ces rituels. Et qu'est-ce que vous faites justement qu'est-ce qu'ils en pensent? Vous avez peur? Vous avez des craintes par rapport à l'avenir? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, pour avoir peur, il faut intégrer cette spiritualité. Quand on n'a pas intégré cette spiritualité, on n'a pas peur.
Mais souvent, les personnes qui disent ah oui, c'est des choses de vieux nègres, on n'y croit plus, nous sommes la génération d'aujourd'hui, on n'a pas peur, on n'a pas ci. Mais quand il y a des problèmes, ils sont les premiers à aller voir les praticiens, à aller voir les personnes pour consulter les esprits une fois que la bêtise a été faite. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vivent sans cette peur parce que, comme je dis, il faut intégrer cette spiritualité. Mais il y a des choses dans la vie que tu vois très bien que là, il y a des moments où ça ne va pas. Et du coup, parfois, c'est ces mêmes personnes qui ont subi des choses assez tragiques qui aident aussi, qui servent aussi d'exemple à d'autres. Parce que ce n'est pas forcément comme une religion très stricte, mais il y a quand même des choses à respecter, non pas que pour soi, parce que chez les Bushinengue, on ne vit pas que pour soi, on vit pour tout le groupe. Et parfois, quand on fait quelque chose, bon, les conséquences sont sur nous, mais pas que sur nous. Parfois, ça peut toucher aussi le frère, les sœurs. Et du coup, même quand toi-même, tu n'y crois pas, tu as la pression de la sœur qui te dit « Tu vas aller faire des bêtises et ça aura des représailles sur moi. Donc, fais attention. » Et ça aussi, ça aide à emmener un équilibre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont chrétiens, catholiques, évangélistes, qui vont te dire « Ah, mais ça, je m'en fous, on fait pas ça, parce que dans la Bible, c'est proscrit, tu peux pas utiliser les plantes, machin et tout. » Eh bien, quand il y a un problème et que c'est le B, c'est-à-dire la lignée qui doit décider, là, on te rappelle vite qu'il n'est pas question de toi, il est question de la lignée, et il faut te plier à la règle. Et du coup, la peur n'est pas une peur individuelle, mais une peur de tout le groupe qui permet de rééquilibrer les choses, sinon on n'y arriverait pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y avait une question là, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Jean-François, je suis dans l'handicap, je suis non-voyant. Et je voulais savoir, par rapport aux parents de la communauté, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça, de l'handicap? Est-ce que c'est accepté? Après, j'aurai une autre question par la suite. J'ai prochainement une conférence sur ça, notamment à l'ARS. Alors, le handicap, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas perçu comme individuel. Quand ça touche une personne, il ne porte pas seul son handicap parce qu'on considère que c'est un représailles familial. Certes, ça touche une personne pour pouvoir se manifester, parce qu'il faut bien que ça touche une personne pour pouvoir se manifester. Et du coup, c'est toute la famille qui porte avec la personne. Donc, il y a des rituels qui sont faits. Il y a aussi un accompagnement de toute la famille qui est fait parce que on considère que c'est toute cette famille, cette lignée qui porte avec la personne son handicap. Parce que parfois, ils vont essayer de voir si c'est quelqu'un de la génération d'avant qui avait fait quelque chose et que ça a des répercussions sur le foyer actuel, ou est-ce que c'est des tensions familiales qui le causent, mais c'est un fait actuel qui cause ça. Mais ce n'est jamais stigmatisant dans le sens où on considère que c'est la personne qui porte. C'est vraiment une charge que porte la famille tout entière. Alors, merci. Alors, je voulais préciser que, en fait, je suis célibataire. Donc, je serais intéressé éventuellement, si ce soir ou après, une fille dans la communauté puisse me rencontrer, puis éventuellement aller très loin dans la vie à deux. Voilà. Bravo. Alors, je ne voudrais pas monopoliser le micro, mais bon, j'ai plusieurs questions quand même. À un moment donné, donc, tu dis que la jeune fille est éduquée à l'acte sexuel, plus ou moins, au fonctionnement féminin. L'équivalent existe chez le garçon? Le moment du Gikamisa, je peux te dire que c'est chaud. Hein. Là, les hommes, ils vont lui parler de tout ce qui est sexuel.
ils vont lui parler de la chasse, la pêche, les responsabilités d'un homme. Mais en général, le Gikamisa du garçon tourne beaucoup autour de la question sexuelle chez le garçon parce que je n'utiliserai pas le mot obsession, mais chez les Bushinengue, c'est très important la virilité chez les hommes. Et ils concentrent vraiment une fierté autour du sujet et au moment du Gikamisa. Parce qu'il faut savoir que si jamais il y a une fille qui témoigne que le garçon, il n'est pas très bon, le papa prend cher, les oncles prennent cher. Et du coup, c'est tous les hommes de la famille qui sont pointés du doigt. Et d'ailleurs, on parle même de maison incapable, de famille d'incapables. Et du coup, les hommes, au moment du Gikamisa, ils vont faire plein de... Bon, beaucoup de personnes disent amer, mais c'est pas que ça. Hein. Les bouteilles qu'on donne aux garçons, on lui en prépare plein. On lui dit lequel prendre, à quel moment, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'ils savent que si une fille dit que le garçon, il ne sait pas faire, ils vont commencer à regarder le père et tous les oncles aussi bizarrement. Et du coup, le garçon est vraiment, vraiment beaucoup préparé à la sexualité. Il parle beaucoup plus de sexualité dans le rite du Gikamisa que dans le rite du Gipangi. Merci. L'ancêtre revient toujours dans la lignée maternelle ou peut se manifester dans l'autre lignée, celle du père? Question très, très intéressante. Non. J'ai un exemple tout bête. Ma grande sœur a été... Comment dirais-je? Tu sais, le français me fait défaut, hein, c'est pas ma langue maternelle. On dit que... Visiter. Ma grand-mère maternelle qui est déjà décédée et la grand-mère de ma grand-mère, elles étaient toutes les deux en train de se battre pour s'incarner dans ma sœur. Donc c'est la preuve que la mère de mon père, qui est décédée, voulait s'incarner en ma sœur, et c'est pas sa lignée. Et la grand-mère de ma grand-mère voulait aussi s'incarner dans ma sœur. Et là, il fallait faire des rituels encore plus. Déjà, il fallait les reconnaître toutes les deux, pour commencer. Et ensuite, demander à l'une, est-ce qu'elle laissait la place à l'autre, pour pouvoir que l'enfant puisse être apaisé. Parce qu'elle subit les symptômes des deux. Et déjà, quand un Nenseki vient sur l'enfant, le temps de trouver c'est qui, c'est compliqué. Mais là, il fallait trouver les deux. Et il fallait demander aux deux laquelle veut bien laisser la place à l'autre. Et ça arrive aussi que le Nenseki peut venir aussi de la famille du papa. En fait, le Nenseki s'opère par amour aussi. Parce que même si le papa n'est pas de la famille, mais il a un amour très fort pour son enfant. C'est son enfant. Et on porte le sang de notre papa, même si, bon, je dis bien traditionnellement, je ne sais pas ce que dit la science là-dessus, mais chez nous, on dit que l'enfant porte le sang de la maman. Et ça s'opère aussi par le sang. Par exemple, tous les kinas de mon papa sont aussi mes kinas. Ce qu'il ne mange pas, je ne peux pas manger. Ce qu'il ne peut pas faire, je ne peux pas faire. Même si je n'appartiens pas à sa lignée. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, je m'appelle Ansu. Ansu, c'est le nom du lot, tribu de mon père. Mais je n'appartiens pas à ce lot-là. J'appartiens au lot Prika, le lot de ma mère. Pourtant, je porte le nom de mon père. Et pareil, dans la façon de nommer les enfants, même si quelqu'un veut me jeter un sort sur ce nom-là, ça ne peut pas m'atteindre parce que ce n'est pas mon Akaning, ce n'est pas le nom de mon âme. Donc ça aussi, c'est des choses compliquées. Je peux faire une conférence rien que sur la façon d'appeler les gens. Vous allez dans mon village, vous demandez pour Clarisse, personne ne sait de qui vous parlez. Hein. Parce que ce n'est pas ce nom-là que j'utilise chez mes parents. Et en général, on ne s'identifie pas au nom. On dit Bakaaneng, le nom des Blancs, parce que c'est le nom qu'on met sur la carte d'identité pour que la société extérieure puisse savoir que j'existe, qui je suis. Mais chez nous, c'est comme des noms de fantaisie qui n'ont aucun représailles sur ma vie spirituelle. On a des noms
spécial de rituel qui nous accompagne tout le long de notre vie. Et c'est au moment du rite de passage aussi que le chef coutumier et souvent un grand-père seul connaissait notre Akane. Je peux mourir aujourd'hui sans jamais savoir c'est quoi mon nom, le nom de mon âme. Parce que c'est une façon aussi de me protéger, parce qu'il ne faut jamais le communiquer. Parce que c'est une façon directe où la personne peut nous envoyer un sort et là ça fonctionne. Parce que c'est ton nom. Le nom, le petit nom qu'on me donne, le nom sur ma carte d'identité, c'est pas mon vrai nom. Voilà. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une différence à l'origine des Pangui entre les communautés Pamaka, Luku, Matawe, pour se reconnaître entre eux? Alors, c'est comme l'artisanat. Hein. Dès que tu vois un pagaie sculpté par un Aluku, tu reconnais tout de suite que ce n'est pas un Kotikasama qui l'a fait, ce n'est pas un Pamaka qui l'a fait. Et dans les Pangui, c'est pareil. Dès que tu vois un Pangui Saramaka, tu sais tout de suite que c'est un Pangui Saramaka. Dès que tu vois un Pangui Juka, tu vois tout de suite parce que les motifs ne sont pas pareils, les couleurs ne sont pas pareilles et ce n'est pas ajusté pareil. Et pareil, dans les divinités qu'on vénère, il y a des personnes qui vont plus porter le bleu parce qu'on s'apparente à Ampuku, qui est la divinité de l'eau. Chez les créoles, ils disent Mamandilo. Il y a ceux qui vont plutôt prendre les motifs de papa, qui est la divinité de la forêt. Donc il y a à la fois les différences des branches culturelles, mais il y a aussi la différence des divinités qu'on sert dans la famille. Alors nous allons prendre une dernière question, car à 20h, il y aura un petit concert au Café de la Gare. Il y a une question là. Bonjour, oui, je me demandais du coup en quoi consistait le rite du mariage. Vous avez pu évoquer que c'était différent de la manière dont on le fait en Occident. Ah, le mariage, je peux faire une conférence sur le mariage. Mais le mariage, alors, il y a différentes phases de mariage. Il y a ce qu'on appelle le waskoi, c'est le moment où on va faire connaissance avec la famille. Mais le mariage en soi, l'homme vient demander la main aux oncles et tantes de la jeune femme. La femme ne parle pas, le garçon non plus, la maman non plus, le papa non plus. Les seuls moments où il parle, c'est on va te demander, le garçon, il t'avait déjà demandé, est-ce que tu veux, parce qu'il n'y a plus l'époque où les mariages arrangés, ça fait longtemps que ça ne fonctionne plus. Du coup, on demande quand même si la jeune fille, elle le veut. Et quand elle le veut, elle dit qu'elle veut. La plupart du temps, lors du mariage, elle dit que oui ou non. C'est fini. Après, c'est l'oncle et la tante qui parlent. Et c'est des moments où ils prennent souvent la jeune fille, comme pour le rite du Gipangui, où on la présente devant tout le monde. Et on va l'inspecter de partout pour montrer qu'elle, par exemple, j'avais pas de cicatrice à la tête, j'avais pas un bras cassé, j'avais pas des égratignures aux pieds. Bon, ça semble bizarre, mais c'est pour montrer que le jour où l'homme ne veut plus de la fille, et quand elle va la ramener pour dire qu'il divorce, ils vont la réinspecter. Et si elle a des marques sur le corps qui n'existaient, c'est comme quand on loue une voiture. Tu regardes s'il n'y a pas de rayures. Au moment où tu ramènes la jeune fille, où il y a quelque chose, ils n'ont jamais entendu parler d'accident de la route, ils n'ont jamais entendu dire qu'elle avait... Et là, toute la famille du garçon sont dans l'embarras parce que quand on t'avait donné la jeune fille, elle n'avait rien. Et comme ils n'ont aucun contrôle, par exemple, sur les violences conjugales, même si c'est jamais, ils disent, comment ils disent, quand les faits sont passés depuis longtemps et il n'y a pas de prescription dessus. Et du coup, c'est le moment de mariage, on fait les états des lieux sur la fille. Et aussi, la tante prend son rôle de tante parce qu'elle est là pour rappeler les règles, pour donner les règles. Elle donne la main de la jeune fille. Des libations sont faites aussi, comme pour le rite de passage, parce qu'il faut que les ancêtres accompagnent le couple. Parce qu'à ce moment-là, il y a aussi le monsieur, il y a la jeune fille et il y a les enfants en devenir aussi.
Et du coup, on fait des rituels aussi pour les accompagner. Mais les mariages sont différents. Quand c'est une fille déjà enceinte, le mariage ne se passe pas pareil. Quand c'est une fille qui avait déjà eu un ménage avant, le mariage n'est pas pareil. Si c'est une fille ou le garçon qui a des problèmes, des troubles spirituels, le mariage n'est pas fait pareil. Et moi, pour mon mariage, tout s'est passé normalement parce que j'étais petite fille de chef coutumier. Mais quand on se marie aussi avec une personne d'une autre communauté, comme moi je suis mariée à un Martiniquais, le mariage est lent parce qu'il faut lui expliquer qu'il y a des choses que même s'il n'est pas de la culture, il y a des choses qu'il ne peut pas échapper. Par exemple, si lui il meurt avant moi ou moi je meurs avant, même si on est en France et que tous, il y a des choses qui seront obligées d'être faites. Bon, ils ne vont pas l'obliger de subir à la lettre 10 jours ou 20 jours de machin, mais on lui explique c'est quoi être une femme Bushinengue, qu'est-ce qui va se passer, et c'est à ce moment-là qu'il peut consentir toujours à prendre la fille ou pas, parce que prendre une femme en mariage, oui, elle est jolie, mais parfois quand il y en a qui apprennent tout ce qui suivent comme responsabilité, ils peuvent dire non. C'est pour que le jeune homme puisse consentir pleinement à prendre la jeune fille avec toutes ces règles. Par exemple, moi je suis mariée à mon mari, ma fille est à Mana, avec ma grand-mère, avec ma mère qui est sa grand-mère, et c'est tout à fait normal. Mais pour quelqu'un qui n'est pas de ma communauté, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qu'elle fait chez ma grand-mère. La transmission ne peut pas être rompue, et pour que la transmission ne soit pas rompue, il faut qu'elle soit avec ma mère, et lui apprendre aussi, tu t'es marié avec une jeune femme Bushinengue, donc il faut savoir que les enfants n'appartiennent pas exclusivement qu'à vous. Les enfants appartiennent autant à la maman, la grand-mère et à toute la famille, comme elles appartiennent aussi au papa. Donc tous ces trucs-là sont redits lors du mariage. Et à la fin, on te redemande si tu veux encore prendre la fille pour épouse ou pas. Pareil pour le jeune homme. Voilà. Merci beaucoup. Alors merci à nos intervenants pour toutes ces belles explications ce soir. Alors moi je vais juste vous informer de la date du prochain Café des Sciences qui aura lieu le 23 avril et qui aura pour sujet la Guyane face au changement climatique et qui sera présenté par l'équipe de Météo France, donc par Marine Bresto qui est ingénieure d'études et monsieur Patrick Ranson, responsable du centre météorologique de Guyane. Voilà, donc bonne soirée à tous. Merci. J'ai oublié de dire qu'il y a des ouvrages pour ceux qui sont intéressés, parce que j'ai dit plein de choses, il y a plein de choses que je n'ai pas dit, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas osé poser certaines questions, peut-être que les réponses se trouvent dedans. Donc ceux qui sont intéressés, il y a des ouvrages à acheter, juste là. Voilà, merci.